Hello à tous, je suis Loïc Audet, cofondateur d'ImoCities, l'investissement locatif clé en main. Je vous souhaite la bienvenue dans Club Deal, le podcast qui va vous aider, vous, investisseurs ou futurs investisseurs, à développer votre propre stratégie d'investissement immobilier. À travers des discussions auprès d'experts et de témoignages d'investisseurs, je vous donne toutes les clés pour réussir dans le monde merveilleux de l'immobilier et de l'investissement locatif. Mindset, financement, recherche de biens rentables, travaux, ameublement et gestion locative n'auront plus aucun secret pour vous. Si vous souhaitez discuter immobilier ou de tout autre sujet, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn. Bien entendu, toutes vos questions sont les bienvenues et c'est avec grand plaisir que je tâcherai d'y répondre. Salut Jean-Marc, merci de me rejoindre sur Club Deal. Alors, on parle souvent d'immobilier papier, de SCPI. On rêve de crypto-monnaie, appliquées à l'immobilier. On pensait que c'était impossible, mais pourtant, Jean-Marc, tu l'as fait. Tu es cofondateur de Realty. Donc, on va en parler de manière assez détaillée. Mais avant de présenter Realty, Jean-Marc, est-ce que tu pourrais te présenter? Et surtout, je crois que tu as un parcours très immobilier et très investisseur. Alors, je te laisse la parole, Jean-Marc, en quelques minutes te présenter. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour Loïc. Merci beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un plaisir d'être là et de parler immobilier, de blockchain immobilier. Donc oui, je viens du monde immobilier que je fais depuis maintenant plusieurs décennies, donc plus de 30 ans. Dans l'immobilier résidentiel et locatif principalement, au Canada d'abord, d'où je suis canadien, et nous avons été dans l'immobilier résidentiel au Canada pendant très longtemps. Nous avions un portefeuille d'immeubles résidentiels, donc portefeuille privé, qu'on a grandi à l'ancienne garde, en investissant, en réinvestissant les revenus, en allant financer avec la banque et en grandissant après, etc. Ça a duré plusieurs décennies. Et on s'est après diversifié dans le Colorado, Miami, Détroit, un peu partout aux États-Unis. On a finalement touché à tout. Quand je dis on, c'est mon frère et moi. Nous sommes associés, Rémi et moi, à 100% dans tout. On a finalement touché à tout dans l'immobilier. On a fait aussi du commercial, on a fait de la promotion immobilière, on a fait des terrains, on a fait plusieurs choses, mais notre spécialité reste toujours, notre préférence et notre spécialité reste l'immobilier résidentiel et locatif. Donc, je suis au bon endroit. Ouais, t'es au bon endroit, c'est parfait. Et toi, à titre perso, t'en as fait, alors peut-être, du coup, j'imagine, au Canada ou peut-être même un peu partout dans le monde. De l'immobilier? Ouais, à titre perso, À titre vraiment perso, évidemment. le perso de Jean-Marc aujourd'hui, enfin après si tu veux communiquer dessus, mais tu as acheté quoi à titre perso et Bon, on a revendu beaucoup aussi. On a revendu en 2008. Mon frère et moi étions persuadés que les choses tournaient un peu par rond et qu'il y allait avoir une crise. Et on a revendu une belle partie d'un portefeuille immobilier canadien à des REIT et à un REIT principalement d'ailleurs, et après à quelques morceaux à des institutionnels. Alors, tout le monde a dit bien vu, parce qu'effectivement la crise est venue quelques mois après. Et c'est vrai, mais elle n'est pas venue au Canada, figurez-vous. Au Canada, ça a continué à augmenter, même à flamber. C'est le seul pays qui a continué à augmenter de façon sauvage, malgré la crise de 2008. Mais bon, on n'a pas de regrets, on a grandi pendant des années, et c'est ça le jeu. Mais effectivement, on a investi à titre perso à l'époque, dans des immeubles et dans des appartements et des petites maisons et des triplex, quadruplex ou des petits immeubles de 15 unités. ouais, complètement. Ça, c'était au Canada. C'était au Canada. Toujours Canada et Amérique du Nord. Toujours. Ok. Est-ce que parce que nous on a une connaissance de la rentabilité française, tu sais, entre, on va dire, quand tu achètes entre 4 et 10%, ce qui est un peu la moyenne de ce qui se fait, 4 étant un investissement très patrimonial et 10 étant un investissement qui commence un peu à cracher, où tu es obligé de trouver des martingales pour louer en colocation, si tu veux, de manière un peu différente. Au Canada, tu tombes sur quel type de rentabilité? Déjà, il y a le Canada, il y a l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord est très diversifiée. Tous les États-Unis, c'est un grand pays, hein, et avec plusieurs États. On a de tout. On a le 2%, le 1% ou même le Bien sûr. 0% à certains moments, et on achète en espérant qu'un jour la valeur va monter. En attendant, on fait rien, quitte à avoir, on assume des pertes.
Ça existe, notamment à New York, San Francisco, D'accord. à des 16% si on va dans des endroits très risqués. Et là, c'est un autre métier. C'est un autre métier. C'est pas un métier de placement tranquille. C'est pas du tout tranquille même. Donc, il y a toute la gamme. Au Canada, il y a 3 villes principales, Montréal, Toronto, Vancouver, et les rentabilités sont quand même plus soft, meilleures qu'en Europe en général, meilleures qu'en France, je veux dire en général, mais en disant qu'on arrive à faire du 6 ou 7% normalement sur le dollar canadien toujours, donc c'est une appréciation personnelle, Bien sûr. mais on arrive à faire du 6 ou du 7% avec un endettement pas si élevé que ça. Si on va avec un plus gros endettement aujourd'hui, on arrive à avoir plus. Ok. La fiscalité canadienne? La fiscalité canadienne n'est pas gentille, contrairement à ce qu'on pense. Les gens pensent que ah là là, la France c'est terrible. La fiscalité canadienne, elle est presque pareille que la fiscalité française, sauf que le gouvernement nous laisse plus de possibilités d'amoindrir l'impact. Il nous laisse plus de façons de déduire des choses de l'impôt et il nous laisse plus de temps avant de nous faire payer. Voilà. Mais sinon, elle est élevée. On parle de 50%, hein. Donc voilà. Ah oui, carrément, d'accord. Alors nous, c'est vrai que Non, non, mais c'est élevé. oui, effectivement. Alors là, c'est le moment de relativiser. On est en France, on a la chance d'avoir quand même des statuts, notamment le statut de loueur meublé non professionnel et professionnel, qui sont quand même vachement sympas avec nous, puisque quand tu investis en LMNP, en général, tu es tranquille, c'est-à-dire tu ne payes pas d'impôts sur ton investissement locatif pendant au moins 10-15 ans, quoi. Il y a des formules comme ça aussi au Canada. Ça dépend du type d'investissement qu'on fait. Je pense que tous les pays offrent ces possibilités. Au Canada, il y en a beaucoup et je suppose qu'en France aussi. Je connais pas le marché français. Je dois avouer que j'ai jamais fait de mobilier locatif en France. Ok. Bon, on pourra en parler longtemps, t'inquiète pas. Avec plaisir. Je suis très curieux. Alors, du coup, je fais un parallèle. Du coup, on avance un peu dans le temps et effectivement, tu as dû voir apparaître cette curieuse monnaie, cette crypto-monnaie qui répondait au nom de Bitcoin, cette monnaie décentralisée. Quand on a vu apparaître ça, on s'est dit mais la crypto-monnaie, donc le Bitcoin, c'est pour acheter des armes sur le darknet, quoi. Pas du tout. Alors ça, je veux qu'on arrête tout de suite. Ah, On je va veux qu'on arrêter tout arrête de tout de suite. suite. Mais c'est ce qu'on se On a disait. arrêté tout de suite. On arrête. Et ça, moi, j'interviens. Là, ça suffit. Je l'ai entendu tellement de fois. Alors, déjà, comment est-ce que j'ai découvert la blockchain, c'est-à-dire Bitcoin? Parce que à l'époque, Bitcoin, blockchain, c'était synonyme. Faut le savoir. Il y avait une seule blockchain, c'était celle de Bitcoin. Il y avait que ça là, exactement. Bah, la blockchain a été inventée pour Bitcoin. C'est un système que Satoshi Nakamoto, peu importe qui il est, a écrit dans son papier blanc pour dire, justement sur les cendres de 2008, l'année c'est pas au hasard. Il a dit, écoutez, ça suffit de tous ces systèmes de gangsters. Bon, c'est comme ça qu'il voit la monnaie aujourd'hui. Ça, il est un peu anarchique dans ses libertarien, on va dire, dans sa philosophie politique. Il a dit, aujourd'hui, nous avons suffisamment de technologie pour réinventer l'argent. Et c'était ça le but de Bitcoin, de réinventer, de repenser l'argent. Et il a créé ce système qu'on appelle la blockchain pour le Bitcoin. Point. C'est de là que c'est venu. Et il a fait ça donc il a créé en 2008, première transaction est venue pas longtemps après en 2009, et c'est parti après, et c'est parti, bon ben comme on connaît, c'était vraiment des petits montants seulement. Ouais, complètement. C'était des petits montants justement. Alors quand on me dit que c'était pour la drogue, que c'était pour les cartels, que c'était pour acheter des, euh, Des trucs sur le darknet. Bon, après ça, c'était la des croyance armes. populaire. Ouais, bien sûr. Non mais le marché entier en 2011, 2012, le marché entier de Bitcoin était 30 millions de dollars. On fait pas des marchands d'armes, on fait pas des cartels de plusieurs milliards avec un marché qui ne contient que 30 millions de dollars en tout et pour tout. Ouais, c'est sûr. Voilà, déjà, à la base. Donc, en fait, c'était pourquoi au début, Internet, enfin, Bitcoin, je veux dire, bah, c'était surtout pour des geeks. Bitcoin. C'était vraiment le plus grand échange à l'époque. Tout le monde a entendu parler de cette fameuse triste affaire, Mt. Gox, Mt. Gox, qui était devenu le plus gros échange Bitcoin du monde pendant quelques années. Mais Mt. Gox, personne ne se demande ce que veut dire MTGX, Mt. Gox. Ben, en fait, c'est pas Mount, c'est vraiment Mt. Gox.
ça vient d'un jeu de cartes, vous savez, Donjons et Dragons, les elfes, les trucs, c'est Magic the Gathering Online Exchange. C'était un système, c'est un jeu qui s'appelle Magic the Gathering, et il s'échangeait sur ce site des cartes d'elfes, d'orques, de sorciers, de je sais pas quoi. Et à un moment, ils se sont échangés, il fallait trouver une façon de payer les cartes, et ils ont utilisé Bitcoin. Et c'est comme ça que cet échange est apparu, parce que la personne en charge a dit, ben en fait, je fais plus d'argent avec, il y a plus d'intérêt pour ce Bitcoin que pour mes cartes. Donc voilà, donc c'était vraiment un milieu de nerd. Alors oui, il y a eu Silk Road, il y a eu des abus, il y a eu des machins. Bon, mais Silk Road, moi ce que je voudrais dire à tout le monde qui me dise, mais regardez l'exemple de Silk Road qui était un marché que de drogue et de produits illicites, c'est vrai. Il a fallu aux régulateurs et aux policiers 2 ans pour en venir à bout. Pourquoi? Les cartels, ils sont encore là aujourd'hui, ils utilisent le dollar US, hein, c'est leur meilleure monnaie. Ouais, oui, bien sûr. Tandis que sur Bitcoin, tout le monde dit c'est anonyme. Ce n'est pas vrai. C'est pseudo-anonyme. Toute transaction laisse une trace pour toujours. On peut tracer chaque Bitcoin depuis son point de mining. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de transaction. Si on est un criminel, la dernière monnaie à utiliser, c'est une monnaie cryptographique. Point. Donc voilà, c'est pour ça que là, je me suis rentré dedans tout de suite. On arrête, c'est pas vrai, ce n'est pas destiné pour les criminels. Non, mais t'as super raison. T'as super raison, sachant que, effectivement, comme on dit, la taille du marché de l'armement, de la drogue, etc., ne vaut pas 30 millions sur la planète. 30 millions sur la planète, c'était rien. Enfin, c'était absolument rien. C'est rien. Bon, ça, c'était Euh, en 2012. Aujourd'hui, Bitcoin, c'est des ouais, trillions maintenant, je pense. ouais, maintenant, voilà, c'est autre chose. Mais au final, comme tu dis, mieux vaut dealer en US dollars que en Bitcoin, parce que effectivement, toutes les transactions sont écrites et depuis le mining, comme tu dis, donc c'est la création. Enfin, c'est lorsque un Bitcoin sort, ben on sait par qui il a été acheté, à qui il a été vendu, etc., etc. Donc on connaît tous les échanges. Donc ça serait effectivement dommage d'utiliser une monnaie où chacun a posé sa signature dessus, quoi. Ah, exactement. Force en est que Silk Road 2.0 a été démantelé en même pas quelques mois. Il est apparu, il a été refermé tout de suite. Voilà. Donc, voilà, c'est QFT. Donc oui, on a découvert, mon frère et moi, Bitcoin parce qu'en fait, on avait vendu donc cette partie, ce portefeuille immobilier dont je parlais au début. On était en Floride, on cherchait un truc à faire ensemble. Et il fait chaud à Miami, hein, quand même. Donc, on voulait rester dans l'air conditionné. Et comme on est un petit peu geek quand même, lui et moi, on regardait, on voulait à l'époque digitaliser l'or. L'or était très à la mode dans ces années. C'était la crise, c'était juste après la crise, donc l'or revenait à la mode. Et on voulait digitaliser l'or, c'était ça notre idée. On a fait pas mal de recherches, on s'est rendu compte que, waouh, quelqu'un l'a déjà inventé. Quelqu'un avait déjà fait ça. C'était un grand, comment s'appellent les docteurs qui s'occupent des cancers, pas un cancérologue, bon, enfin, un grand docteur qui avait décidé Un de se lancer professeur. dans Gold, un professeur, qui avait décidé de se lancer dans ça. Il avait créé eGold et il y a mis 10 ans de sa vie et ça a été une histoire catastrophique. Ça a été un drame. Il s'est fait attaquer par le gouvernement américain. Lui disait que c'est une commodité, le gouvernement américain disait non, tu essaies de créer une monnaie, tu n'as pas le droit dans un pays souverain de créer une monnaie personnelle. Et il s'est ruiné dedans, mais vraiment ruiné, et sa santé, et ses finances, et sa famille, enfin, ça a été un drame. Et à la fin, j'ai lu toute cette histoire, à la fin, il dit, je laisse place à toutes ces nouveautés de monnaie digitale qui sont en train d'apparaître. Et c'est là pour la première fois que j'ai compris que ça existait les monnaies digitales, ou la monnaie digitale, ou la digitalisation de la monnaie. Et c'est comme ça que j'ai découvert Bitcoin. J'ai lu le papier blanc. Au début, on s'est dit, comme tout le monde, hein, comme vous, Loïc, c'est quoi ce scam? À qui profite le crime? Mais en fait, en lisant le papier, on se rend compte que à tous les doutes, il y a une réponse élégante, simple et assez élégante. Le papier n'est pas compliqué, il n'est pas long non plus, il vaut le coup d'être lu. Et on a décidé d'essayer. Voilà comment on a démarré. Et toi, à ton côté, t'as commencé à investir dans le Bitcoin, enfin, à prendre un peu de En Bitcoin minant, qui en valait minant. pas cher. Ah oui, oui. Bon, t'as Non, acheté. non, c'est le premier investissement dans Bitcoin, c'était une carte graphique qu'on a achetée sur newhack.com de 314 dollars et 16 centimes. J'ai gardé le reçu. Parce qu'à l'époque, bon, c'était fini de pouvoir miner avec son CPU, avec son PC, qui était quand même la vision d'origine de Satoshi Nakamoto. Il fallait des cartes graphiques. C'était la fin des CPU, le début des cartes graphiques. D'accord. Donc, on pouvait miner avec des cartes graphiques. C'est la meilleure façon de miner.
les machines, les ASICs, donc dédiées, les puces dédiées au minage n'existaient pas. Elles étaient encore plusieurs années dans le futur. Et donc, on a acheté cette carte graphique, on a miné des bitcoins avec, et on a revendu ces bitcoins pour acheter 3 cartes graphiques, et on a revendu les bitcoins pour en acheter 15, on a revendu les bitcoins pour en acheter 100, etc., etc. Tu faisais ça dans ton appart dans un- Alors, au début, on avait un bureau, un tout petit bureau où l'électricité était inclus dans le bail. Ah bah c'est bien parce Alors, que c'est ce que j'allais te dire parce que c'est bien gentil tout ça mais ça consomme et ça chauffe donc c'est l'avantage quoi. alors, oui, non, mais ça chauffe tellement qu'on a fondu les tuyaux en PVC du bureau. Ça a fini par chauffer tellement. Donc là, après, on a pris des data centers, on a été dans des vrais bureaux. Il y a eu toute une histoire. Je ne sais pas si c'est le sujet de Non mais notre, c'est intéressant quand même. mais il faut imaginer, on avait défait le faux plafond pour dévier les tuyaux d'air conditionné pour qu'elles tombent directement sur nos cartes graphiques. Le bureau c'était pas un grand bureau, c'était un petit bureau, mais il y avait plus de chaises, il y avait plus de bureau, il y avait plus rien, il y avait que des racks avec des cartes graphiques partout qui chauffaient et des tuyaux qui pendaient du plafond, air conditionné qui tombaient directement sur les cartes pour les réchauffer. Bon, finalement, l'électricité, au bout d'un moment, on atteint son maximum quand même, parce qu'il y a des disjoncteurs. On les a fait aider, puis même là, après, c'était plus assez. Puis on a été dans des data centers aux États-Unis. Et après, on a grandi aux États-Unis et c'était bien. C'était une belle aventure. Puis les Chinois sont arrivés, et puis les pays qui n'avaient pas les mêmes coûts d'électricité, même si on a un data center, les coûts d'électricité, il faut les payer. Bien Et sûr. les taxes aussi, parce que les États-Unis ont mis une taxation sur le minage de Bitcoin à l'époque qui était pas très fair, je trouve, mais c'était celle qui était. Et donc, on n'a pas pu faire compétition aux Chinois et aux autres étrangers. Donc, Ouais, on a dû fermer ça par la suite. sachant que tu me dis si je dis des bêtises mais on va dire que chaque année miner devient plus compliqué et en tout cas moins intéressant, enfin potentiellement moins intéressant, mais après je pense que d'ici quelques années on se dira c'était plus intéressant parce que en fait quand on mine donc effectivement on on acquiert des bitcoins mais le bitcoin montait inexorablement donc fatalement c'était effectivement la folie quoi. Je peux amener des précisions. Non, je peux amener des précisions. C'est pas vrai. Il n'a pas fait qu'augmenter. Il a eu des moments où il était monté jusqu'à 30 dollars pour redescendre à 1 dollar. Donc, il Ouais, faut imaginer ceux qui sont rentrés à 20 ou à truc et puis le voir monter à 30, ils se font un bon profit. Et d'un coup, ils se retrouvent à 1, ils l'ont mauvaise. Et c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire. Mais ce à quoi tu faisais référence, c'est un processus qui est dans le dessin même, dans la conception même du Bitcoin. C'est-à-dire que plus il y a de mineurs qui apparaissent sur le réseau Bitcoin, plus le niveau de difficulté augmente. Donc, obtenir un Bitcoin, il faut développer plus de puissance pour pouvoir en avoir un. Plus il y a de monde, plus c'est difficile. Et en plus de ça, tous les 4 ans, tous les 4 ans, comme une horloge, la récompense qu'on a dans le minage est divisée par 2. C'est-à-dire que, c'est quoi le minage quand on dit miner des bitcoins? On a des machines qui vont résoudre, on va dire, bon, c'est plus une loterie, mais on va dire que c'est résoudre un algorithme. Et on se bat, tout le monde est en compétition, tous ceux qui lancent ce petit programme gratuit est en compétition, ce sont donc les mineurs, sont en compétition pour résoudre cet algorithme. Ils ont 10 minutes à peu près. Et le premier qui le trouve reçoit une récompense. La première récompense au tout début du réseau, c'était 50 bitcoins. 4 ans après, c'est 25 bitcoins. 4 ans après, c'est 12,5 bitcoins, etc. Et tous les 4 ans, ça se divise par 2. Donc, plus on avance, moins on reçoit de bitcoins. Le but de ça, c'était de créer une monnaie qui n'était pas une monnaie inflationnaire, donc qui perd de la valeur avec le temps. Puisqu'il se raréfie avec le temps, il est de plus en plus difficile de l'obtenir, donc il ne perd pas sa valeur. C'était ça le dessin de Satoshi. ok, bon ce qui a priori paraît logique. Alors, il y a des économistes qui te diront le contraire, qui te diront c'est une formule, la rarification, on l'a fait avec le talon or, et on sait que ça marche pas. Or, c'est pas le cas du Bitcoin, parce que les gens disent il y a 21 millions de Bitcoin, donc c'est une quantité limitée, et voilà. C'est vrai, et c'est faux. Parce qu'en fait, le Bitcoin est divisible jusqu'à l'infini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est divisible jusqu'à la septième décimale, parce que les ordinateurs ne vont que jusqu'à la septième décimale à peu près. Voilà. Donc, en fait, des bitcoins, il y en a 0, enfin, un Satoshi. Ce qu'on appelle un Satoshi, c'est 0,0000001 bitcoin.
Eh ben, ça, il y en a des trillions, des quadrillions, il y en a assez pour toute l'économie mondiale. Donc, en fait, avec le temps, à la place de perdre de la valeur en créant plus de monnaie, il y a plus de monnaie qui se crée de par le fait qu'on déplace la virgule, Bien mais sûr. ceux qui en avaient, mais ça prend de la valeur au contraire puisqu'on doit déplacer de la virgule vers la droite. C'est ça la philosophie. Ok. Et du coup, toi, à un moment donné, comment tu t'es dit, parce qu'il y avait Bitcoin qui existait, mais après il y a d'autres monnaies qui se sont créées. Je pense au plus gros, ça. Litecoin, Primecoin, il y en a eu plein. Voilà, Plein. l'Ether qui proposait quand même, l'Ethereum qui proposait quand même un... Alors, l'Ethereum, je t'interromps parce que l'Ethereum, je reviens toujours sur les gens qui disent il y a deux monnaies principales, Bitcoin et Ethereum. C'est pour moi, à mon sens, et peut-être il y aura un débat par la suite sur d'autres podcasts, pour moi, c'est pas vrai. Bitcoin, elle se veut être monnaie. Ça a été dessiné pour, son objectif est pour. Quand Vitalik a dessiné Ethereum, il a voulu aller au-delà de la monnaie. Il a créé quelque chose de merveilleux et de fantastique, mais il a créé une économie de contrat, le contrat intelligent. Au début, Vitalik, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait créer un scripting language, donc un langage de coding pour Bitcoin, pour la blockchain Bitcoin. Parce qu'elle n'en a pas. La blockchain Bitcoin n'a pas de ce qu'on appelle de Turing language. Donc, c'est difficile de programmer la blockchain Bitcoin. Mais donc lui, il voulait créer un scripting language. Et au bout de quelques semaines, il s'est rendu compte, non, mais c'est trop de boulot. Pourquoi aller sur ces bases-là? Et il a créé Ethereum qui permet de créer des contrats intelligents. Le fait que Ethereum est utilisé pour satisfaire des transactions, c'est une conséquence. Ce n'est pas le dessein premier d'Ethereum d'être une monnaie. C'est vraiment de permettre aux gens de créer des transactions et des contrats et de vérification de ces contrats sur blockchain. Et c'est ça. Ethereum a été la naissance, la deuxième naissance, on va dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui la finance décentralisée. C'est parce qu'on peut faire ces contrats intelligents. Ethereum, ça va être beaucoup plus que juste une monnaie. C'est plein de choses, Ethereum. Et aujourd'hui, Ethereum va devenir, je le pense, le futur d'Ethereum, ça va vraiment être d'être une blockchain pour faire tous les settlements d'échanges de toutes les autres blockchains. Ça, on pourra y venir aussi un jour. Ok. Et sachant qu'avec de l'Ether, tu peux potentiellement créer d'autres monnaies, enfin créer ta propre monnaie. Alors, sur Ethereum, tu crées ton propre token. Le Le RC20, il y a token. plusieurs types, oui, token, son propre jeton. Mais le jeton en France, je trouve que le terme est très réducteur. En anglais, le mot token est plus noble. Je te donne un token de ma bonne foi. On dit pas en français, je te donne un jeton de ma bonne foi. Non, c'est vrai. Tandis qu'en anglais, on le dit. Donc, token est a un plus grand sens, je dirais, que jeton cryptographique. Mais oui, il y a plusieurs types de tokens et on peut dessiner son propre token qui sont régis par des contrats, qui sont en ligne et qui sont open source, qui sont normalement, qui sont accessibles à tous pour voir qu'il n'y a pas de trucs bizarres qui se passent en arrière. Ok. Et du coup, si en faisant le parallèle avec peut-être un début de Realty, on va y venir. Est-ce que justement l'Ether était potentiellement le début de Realty, parce que j'imagine que c'était facile, enfin moins difficile de créer de l'immobilier et de fractionner de l'immobilier avec de l'Ether plutôt qu'avec une autre monnaie à l'époque. Mais en fait, sans Ethereum, ça n'aurait pas été possible, point. Ouais, Voilà. voilà. Je veux que tu me Ethereum le a dises. permis, voilà. Et Ethereum a permis la création de ces contrats. Alors, la question est, puisque j'étais là au début d'Ethereum aussi, puisque, bon, ben, on était tous dans la communauté crypto qui n'était pas grande, hein, elle n'était pas si importante que ça. Et puis, tous les institutionnels qui aujourd'hui investissent dedans en masse, réellement nous détestaient férocement. Férocement. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu faire Realty tout de suite dès que Ethereum est apparu avec les premiers smart contracts? Pour des raisons juridiques. Bah j'imagine. Parce que la première amorce, c'était Ethereum, absolument. Et après, dès que c'est apparu, nous venant de l'immobilier, surtout l'immobilier locatif, on voyait tous les avantages de la blockchain pour pour traduire l'immobilier locatif qui est notre métier de base. Mais il n'y avait pas d'outil juridique, de reconnaissance juridique permettant de consacrer un token comme un vrai contrat reconnu par les instances juridiques. Et même aujourd'hui,
C'est très limité et même aujourd'hui, c'est en cours d'être créé par les régulateurs. Ce n'est pas encore parfaitement au point. C'est là qu'est la limite. Donc le deuxième élément déclencheur, ça a été quand un de nos avocats est venu vers Rémi et a dit, il y a eu un cas maintenant où une LLC américaine est reconnue juridiquement comme étant, à partir de son incorporation même, comme étant incorporée à des tokens cryptographiques. Et ça a été apparemment, il y a eu un cas qui l'a reconnu en étant les membres de cette LLC peuvent être représentés et exprimés que par des tokens cryptographiques et non pas par un bout de papier qui est l'action enregistrée quelque part ou le membership qui est enregistré quelque part. Et c'était ça, le début de RITI, novembre 2018. Quand on a eu cette confirmation juridique que le token pouvait être reconnu comme étant une part d'une compagnie, il suffisait donc de faire en sorte que cette compagnie achète un bien immobilier et on avait indirectement, plus ou moins directement, tokenisé le bien immobilier. Ce qu'on ne peut pas faire, et ce qu'on ne peut toujours pas faire aujourd'hui, c'est acheter directement l'immobilier avec un token et être enregistré directement ce token dans le cadastre, le Ouais. land registry, le cadastre. Il y a des pays qui ont leur cadastre sur blockchain et même eux ne permettent pas de pouvoir acheter en token. Il faut passer par des entités corporatives. Ouais, l'équivalent SAS française qui existe aux États-Unis. Tu l'as cité. Voilà, je suppose que c'est ça, oui. J'en ai entendu parler, je crois que c'est ça. Ouais, en gros, c'est des sociétés par action simplifiées où effectivement, tu es obligé de passer par ce type de société-là pour ce qui est un véhicule en fait, ce qu'on appelle le véhicule. Et ce véhicule-là peut être tokenisé, mais pas la pierre en tant que telle, et pas au niveau cadastral en tant que tel, enfin que ce soit en France ou. C'est exactement ça. Du coup, j'aimerais. Alors là, je pense que la merveilleuse histoire, ça a dû être la première opération Realty. Tu dois t'en Ah, souvenir Marlowe. comme. Ah, pour nous, cette petite maison à Détroit est devenue une maison historique et iconique. Oui, c'est Marlowe. Pour nous, il y aura toujours un faible dans notre cœur pour cette maison. Alors, quand on a eu l'accord des avocats, enfin, quand l'avocat nous a donné cette information, c'était en novembre 2018, on a tout de suite planché, on s'est mis tout de suite au travail, hein, tout de suite, le lendemain. En fait, le jour même et le lendemain, on était dessus presque à mi-temps et après, dès qu'on a pu à temps plein. Et en février 2019, quelques mois après, on a incorporé Realty, Realty Inc. aux États-Unis. Et on a acheté une maison, Rémi et moi, une petite maison à Détroit. Alors pourquoi Détroit? Je peux expliquer très Ah rapidement. bah C'est si, parce que c'était justement. un endroit. Oui, bah c'est un endroit qu'on passe. Bon, c'est déjà une ville qu'on connaît bien. On avait fait plusieurs opérations là-bas et on œuvrait là-bas parce que c'est une ville qui avait connu une faillite. Bien Donc on sûr. achetait pas au plus bas parce qu'elle était déjà en train de remonter de façon importante. Il y a Gilbert c'est Monsieur Gilbert, celui qui avait TurboTax ou je sais pas quoi, qui avait investi plusieurs milliards déjà dans Détroit. Donc c'était déjà la remontée de Détroit, mais on était quand même, enfin on sortait d'une faillite qui était pas si lointaine. Donc les prix étaient très bas. Donc le potentiel d'avoir un gain en capitaux sur 5 à 10 ans, nous, quand on fait de l'immobilier, on voit sur 10 ans. Hein, bon, il y en a qui disent que c'est un peu désuet, qu'il faut avoir un horizon plus court. Nous, on voit sur 10 ans, était excellente. Et en plus de ça, de par le fait qu'il y avait cette crise avant et que les prix étaient très bas, ben, il y avait une très bonne rentabilité. On Bien va sûr. faire quelque chose de nouveau. On va faire quelque chose qui n'existait pas avant vraiment. Il faut donner une raison aux gens de tenter le coup. On n'a pas un notaire qui vient, qui donne un tampon et qui dit c'est à vous. Et il faut quand même franchir le pas et accepter ce risque. Donc il faut une proposition intéressante. Et pour ce faire, il y a la rentabilité. Donc on a choisi Détroit pour ça. C'est le seul endroit où on trouvait une rentabilité aussi élevée. C'est beaucoup de travail. Mais on a acheté cette petite maison, lui et moi, ensemble, avant de faire quoi que ce soit. On l'a retapée, on l'a rénovée, on l'a rendue jolie et charmante, on l'a bien louée, donc on l'a stabilisée, et c'est devenu notre premier essai. Tout ce qu'on a fait, on l'a mis public, les travaux, le coût des travaux, ce qu'on a mis dedans, le loyer, etc. Bon, le bail, on n'a pas le droit parce qu'il y a le nom dessus, donc c'est hors de question, mais le montant, et ça va. Mais donc tout ça, on l'a Ouais, pas transmis, on l'a
Bon, on l'a mis on en a parlé, enfin, on l'a Ouais, publié, et ouais, on a vendu le token avec une rentabilité très intéressante. Et on a essayé de voir s'il y avait un intérêt pour. On a parlé de ça principalement dans des blogs spécialisés, plutôt crypto, pas immobilier, parce que les gens dans l'immobilier, quand on en parlait à nos confrères dans l'immobilier, ils nous riaient un peu en disant, tu sais, Jean-Marc, si moi j'ai pas mon tampon qui me dit que je suis propriétaire, je suis pas propriétaire. Moi, il me faut mon bout de papier, c'est tout. C'est comme ça. Je suis un vieux de la vieille peut-être. Appelle-moi désuet ou dépassé, mais moi, il me faut mon papier. Ce que je comprends, ce qui est normal. Il y a une évolution, ça se fait pas du jour au lendemain. Et pour les grosses opérations encore aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire des centaines de millions de dollars, je pense pas, quelqu'un qui va acheter une maison de 50 millions, un immeuble de 50 millions de dollars, je pense pas qu'il va se satisfaire de dire simplement j'ai acheté le token. Voilà. Je pense qu'il veut son papier quand même. ouais, il a besoin, oui, bon, il a besoin de passer, là-bas ça n'existe pas, mais de passer chez le notaire, d'avoir ce Voilà. cérémonial, et puis bah, peut-être la même chose aux États-Unis avec un avocat, Et quoi. avec un title agent, avec un avocat, avec ce qu'il faut, pour avoir simplement en cas de pépin un recours juridique. C'est ça qui est important. Eh bien, les mentalités changent en ce moment. Ça ne veut pas dire que elles ont changé, que les deux sont parfaitement communes et acceptables, non, mais il y a un changement qu'on sent venir et le token cryptographique, la preuve cryptographique, qui est en fait beaucoup plus sécure que la signature d'un notaire, hein, c'est ce que je pense moi, mais bon, j'ai un avis biaisé aussi, c'est certain, mais est en train d'être accepté et de rentrer dans les mœurs. C'est en train de se faire. Ouais, complètement. Bon, après, les gens ont toujours peur de la coupure de courant, quoi. Parce que il y a que ça qui peut poser Non, problème. alors parlons-en. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est-à-dire que tant qu'il y a deux ordinateurs qui sont connectés à Internet, la blockchain existe. C'est vrai. Point. Donc si jamais il n'y a plus d'Internet, c'est vrai que c'est la merde. C'est C'est vrai. sûr. Mais moi je pense que s'il n'y a plus d'Internet, on a d'autres soucis que la valeur du Bitcoin et que quelques tokens cryptographiques. Moi ça je le pense vraiment. S'il n'y a plus Internet, d'un coup, toutes nos transactions bancaires, toutes nos banques en ligne, tous nos échanges, tout notre commerce, bah, il va en prendre un coup. Et là, on va être, enfin, ça va être the dead man walking, quoi. Enfin, voilà. Ouais, ouais, complètement. Enfin, Walking Dead, voilà. c'est ça, ouais. Voilà, c'est l'apocalypse revérifié. Et puis, vaut mieux être costaud qu'intelligent. Enfin, Oui, oui, c'est bon. sûr, hein. Là, les survivalistes seront contents. Exactement. C'est là où c'est bon d'en connaître quelques-uns. Et ouais, non, mais Donc, c'est vrai. Bon, il y a des gens qui attendent ça, mais bon. Enfin, j'aimerais revenir sur un point, enfin plusieurs points, sur cette première transaction. Toi, tu as acheté donc ce bien à Détroit, tu l'as acheté toi-même, enfin via une société, tu l'as retapé par toi-même, entreprise, etc. Là, il y a un truc qui m'échappe, le modèle économique, parce que au final, tu l'as acheté toi-même, tu as refait les travaux, tu avais une rentabilité, tu étais seul décisionnaire de cette société-là, tu avais la rentabilité, mais du coup, le fait de le tokeniser, c'est-à-dire que tu as revendu tes parts, donc indirectement, tu te prives, toi, de la rentabilité associée à ton montage, quoi. absolument. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois très bien. Mais le but, c'était quoi? Le but, c'est de créer une plateforme où on peut acheter et vendre de l'immobilier rapidement. Donc, de donner, de rendre un marché qui est traditionnellement quand même liquide, de le rendre à la fois transparent, rapide et liquide. C'était ça le but. Donc, à partir de ce moment-là, on a vendu ce token avec sa rentabilité, on a vendu l'immeuble avec cette rentabilité, mais on a pris notre commission. La Bien plateforme, sûr. faut la payer. Et le listing fee, quand on va mettre notre token sur notre plateforme, il y a 10% de frais que la plateforme prend. Et la rentabilité se calcule en incluant ces 10% de frais. Donc, quand on dit, par exemple, un immeuble va vous donner du 12%, 11%, 7% ou 10%, ça inclut nos frais ça prend en considération les frais de listing fees, donc de la plateforme qui sont de 10%. Ok, parce que du coup dans ces frais-là, t'as effectivement, bah vous êtes pas philanthrope, faut bien vivre, et il y a 10% et 2% de le revenus gaz. bruts.
Alors non, ça c'est autre chose. Alors, c'est un problème, ça a été un problème, et c'est là où on se rend compte que d'un coup, et c'est un très bon point que tu amènes, Loïc. Bravo, c'est vraiment ça, parce qu'au début, le gaz, quand on a démarré, Rémi et moi, dans cette aventure, le gaz était une dépense négligeable. C'est-à-dire que réellement, on la prenait même pas en considération. On distribuait les loyers tous les jours parce que le gaz, c'était quelques millièmes de centimes, on s'en foutait. Quand le gaz est monté, a commencé à valoir plusieurs dollars et après plus que ce qu'on distribuait même, on avait un problème. On a dû arrêter de faire certaines choses que la blockchain nous permettait de faire parce que le coût d'opération devenait impossible. Alors, on n'était pas les seuls à avoir ce problème dans l'industrie. Tous ceux qui utilisaient Ethereum pour faire leurs transactions, d'un coup, se retrouvent à des frais de transaction absurdes qu'il n'y avait pas 18 mois avant. Alors, il y a un phénomène mécanique qui se fait, c'est que quand il y a un problème, il y a des inventions. Et les inventions qui sont venues, ce qu'on appelle dans le jargon technique les layer 2, c'est-à-dire c'est des blockchains qui sont reliés à Ethereum, qui font plein de transactions sur une nouvelle blockchain et puis qui régulièrement, soit dans le temps, soit après un certain nombre de blockchains, font un hash de toutes ces transactions et la ponctuent sur la blockchain d'Ethereum. C'est donc des deuxièmes couches de blockchain, la première étant Ethereum, et elles se confirment sur la blockchain Ethereum. C'est pour ça que j'ai dit que pour moi, dans le futur, Ethereum deviendra une couche de settlement, un layer de settlement, comme la banque des settlements, en fait, où toutes les transactions sont confirmées. Donc, nous, on a décidé d'aller sur XDAI, qui est une blockchain, qui est une layer 2, donc reliée à Ethereum, D'accord. très connue et où les frais de transaction sont à nouveau négligeables. Parce que sinon, on ne peut pas opérer. Mais qu'est-ce que tu as levé comme point, Loïc? Tu as dit, attends, d'un coup, tu fais de l'immobilier, d'accord, c'est clair ton histoire, tu as pris une maison, tu l'as rénovée, tu l'as rentabilisée, tu la vends, tu prends une commission pour ta plateforme, et, et c'est pas tout. D'un coup, on a le problème de gaz, on a le problème de token, de layer, de trucs. Il y a tout l'aspect technologique de ce business qui rentre en jeu et qui est en ce moment, qui évolue à une vitesse frénétique, qui implique des réinvestissements constants, qui implique des développements constants, et surtout des fois on développe pendant 3 mois et on a enfin fini avant qu'on puisse l'appliquer. Il y a quelque chose de mieux qui est sorti et on peut jeter ce qu'on a fait développer pendant 3 mois. Ouais, c'est ça. C'est toujours un peu une course. Ah mais oui, tu as raison. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben en fait, le métier devient immobilier, il devient techno, et d'un coup, aujourd'hui, de par la structuration imposée en faisant des tokens de LLC, eh bien, c'est aussi la partie valeur mobilière. Donc, il y a trois aspects juridiques dans le même business. Ça devient compliqué. Effectivement, en fait, le temps où tu fais de l'immobilier, tu fais de la chasse immobilière, de l'expertise immobilière, de la bref, un peu le travail ImmoCities, quoi, faire une recherche du début à la fin d'un projet avec toute la partie travaux, ameublement, mise en location, tout ça. Effectivement, là, c'est au final, ça devient de plus en plus un métier de techno et pas un métier d'immobilier, quoi. Je suppose que dans un futur proche, il y aura une séparation des tâches. Il y aura des plateformes qui s'occuperont de la techno, il y aura des gens qui s'occuperont que de l'immobilier, et je pense que ce qui concerne les valeurs mobilières, les lois, le régulateur va évoluer et faciliter les choses pour les intervenants locaux au fur et à mesure de l'avancement des plateformes. Mais je pense que le métier de recherche traditionnel est loin d'avoir disparu. Très loin. Je pense qu'il va être encore plus nécessaire, en fait, parce qu'il y aura une question de confiance dans la recherche immobilière qui deviendra accrue et surtout beaucoup plus rapide. Une seule erreur de la part d'un professionnel qui dira, moi, je vous conseille ceci et cela, et puis je vais le mettre, et le token sera créé par plateforme XYZ ou n'importe quoi. Une seule erreur, et ça va faire comme une flamme sur les réseaux sociaux. Donc, le métier du professionnel immobilier va être impardonnable Ouais, je pense et va être principal. t'as le défaut de conseil peut coûter beaucoup plus cher vu que c'est fractionné naturellement. T'as d'autant plus de personnes qui te tomberont dessus, quoi. Bon, et après ça, c'est bien ça. C'est exactement ça. Ça permet aussi de Et de mieux communiquer. Et c'était ça le but aussi de Realty, la transparence, la communication.
On essaye vraiment de communiquer sur nos réseaux sociaux tout ce qu'on fait, nos problèmes, nos défis, les incongruités qu'on a de temps en temps à cause de la technologie, à cause des erreurs comment est-ce qu'on dit, rounding errors. Les erreurs, vous savez, quand il y a 7 chiffres après la virgule et il y en a que 2 dans les trucs comptables et ça fait $4 de différence dans les trucs, dans les chiffres finaux. Enfin, tout ça, c'est des détails auxquels on pense pas, mais qui d'un coup arrivent. Et d'un coup, faut en parler. Et ben, tout cet effort de transparence on essaye vraiment de le faire régulièrement. Le problème, c'est que quand on a un bien fractionné, ceux qui ne comprennent pas ou qui ont raison de temps en temps, qui ont un problème, et on essaie tout de suite de le réparer dans la mesure du possible. On n'est pas une équipe de 300 personnes, on est 13 ou 14, je sais plus. Ça va dépendre en fait bientôt. Mais ils font beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Alors, dans le futur, je pense que vraiment le professionnel devra bien savoir communiquer en ligne régulièrement et avoir une transparence absolue. Aujourd'hui, vous investissez dans un fonds immobilier. Mais en fait, en dehors du moment où vous recevez l'état de compte annuel, vous savez fort peu de choses de ce qui se passe dans ce fonds. En réalité, tu sais pas grand-chose. C'est pour ça que, effectivement, nous, c'est l'équivalent des SCPI. En réalité, c'est un sac, mais tu sais pas ce qu'il y a dans le sac, quoi. C'est exactement ça. Alors, ça a des avantages. Les avantages, c'est que les pertes d'un immeuble peuvent être comblées par le bénéfice d'un autre, Bien etc. sûr. Certes. Mais pour l'investisseur aujourd'hui, je trouve que c'est très opaque et très inconfortable et on comprend pas vraiment tous les frais qu'il y a à droite et à gauche et qui est payé quoi. Et de temps en temps, la comptabilité peut être aussi artistique qu'un film d'Hollywood. Et je le dis avec tous égards, etc. C'est pas une critique. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent pouvoir dire, j'ai acheté une fraction de cet immeuble-là, ou de cette maison-là, ou de cette propriété-là. Voilà, c'est mon choix, et la comptabilité simple, elle est directe. Ouais, voilà à quoi il ressemble. Voilà ce qui s'est passé. Et si je veux créer un portefeuille, eh ben, j'achète plusieurs tokens de différentes maisons, j'ai mon portefeuille diversifié. Point, c'est tout fini. Ouais, complètement. Et du coup, moi, là, il y a une question qui me vient en tête, mais qui est aussi importante que le projet en lui-même. Mais comment ça se passe au niveau du marché secondaire? Parce que tu as créé donc cette première opportunité d'investissement. Donc les premières personnes et un peu les early adapters ont acheté du coup les tokens, mais demain ils décident de le vendre. Alors il y a une problématique qui se pose, c'est que d'un côté tu as la valeur vénale du bien, donc le prix de la maison de Détroit. Tu as aussi possiblement le marché qui fluctue, et surtout aux États-Unis qui fluctue assez rapidement. Et d'un autre côté, tu es sur le marché de la crypto-monnaie qui est quand même très, enfin, j'ai pas volatile, c'est Volatile. pas le mot. Ouais, Si, c'est si, pas c'est le vraiment mot, ça. c'est le mot. Qui est fluctuante aussi. Et puis au final, tu peux acheter, tu vois, le triple de la valeur du bien du départ. Alors évidemment, le bien, en fait, on sait que c'est le support, mais en réalité, tu as investi dans la SAS. Donc bon, au final, est-ce que il y a toujours un lien entre la SAS et l'immeuble, la maison, l'appartement? Je sais pas. Justement, j'aimerais bien que tu m'expliques ça parce que. Alors, il faut vraiment distinguer le marché des crypto-monnaies et ce que Realty fait avec son token. Le token de Realty, c'est pas un token, c'est-à-dire que chaque propriété a son propre token. C'est pas un token qui représente toutes les maisons, c'est chaque propriété a son propre token sur la blockchain. Point. Ok. Donc, à partir de ce moment-là, tout ce qui est, et ce token, on peut l'acheter avec du Litecoin, du Bitcoin, de l'Ethereum, du XDAI, des cartes de crédit, des dollars US. On peut l'acheter en monnaie courante si on fait par virement, parce qu'on veut. Il n'y a pas de corrélation du tout entre les fluctuations ou l'envolée même, ou la baisse des marchés ou des valorisations des crypto-monnaies et du token Realty ou des tokens Realty. Il n'y en a pas. C'est deux choses bien distinctes. Sur quoi est basée la valeur du token Realty ou des tokens Realty, je le répète, c'est sur la valeur du bien. Comment est-ce qu'on fait? On a acheté un bien à un prix X, on a eu tant de dépenses, on a eu tant de machins, on doit faire une prévision de budget pour les rénovations, on doit faire une prévision de budget pour la maintenance, on doit prendre en considération les dépenses de maintenance, de gestion, de trucs, etc. On arrive à une valeur de la propriété, on a un nombre de tokens, nombre de valeurs de propriété divisé par nombre de tokens égale
le prix du token. Ok. C'est simple, c'est direct. Dans notre prix d'acquisition, on démontre toutes les étapes sur le site et tous les trucs et on a la valeur du token. Une fois par an, on demande une évaluation d'un tierce. Ça existe beaucoup, hein. Il y a des services qui se spécialisent dans ça. Ils ont une licence et et ils donnent une évaluation du bien par rapport au quartier, au marché, aux dernières transactions dans le coin, etc. Ok. Et après, on publie cette évaluation sur le site. On a une nouvelle évaluation pour pour la propriété. On a toujours le même nombre de tokens, ça change jamais. Donc, à nouveau, valuation divisée par le nombre de tokens égale le prix du token. Point. Et ça, donc le token change de prix une fois par an. Ok, donc tu l'as vraiment simplifié à l'extrême. On peut parler de stablecoin, quoi. Presque. Non, parce qu'il change. Il change tous les ans. Légèrement en fonction de l'évolution du prix de l'immobilier, quoi. Tout à fait, ça peut être important. D'une année à l'autre, s'il y a une crise, ça peut être important dans le mauvais sens. S'il y a une enflammée, ça peut être important dans le bon sens, ou ça peut rester stable. Tout à fait. Mais après, il y a un marché secondaire qui peut se créer où les gens qui sont whitelistés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anonymat sur Realty, ça c'est très important aussi à le dire d'emblée. On connaît tous les investisseurs, ils ne peuvent acheter que dans des adresses qui ont été whitelistées, c'est-à-dire qui ont été préapprouvées et connues, et dont dont Realty connaît le bénéficiaire. À aucun moment est-ce qu'il y a l'ombre d'un anonymat ou même d'un pseudo-anonymat. Donc ça n'existe pas. Donc, si jamais il y a un marché secondaire entre deux personnes qui sont whitelistées et qui ont fait leur KYC, etc., et qui veulent dire, moi j'ai ce token, est-ce que toi tu veux l'acheter? Ils peuvent le faire. Moi, je suis au courant de la transaction, je sais qui a quoi. Ou alors, ils peuvent le revendre à Realty, qui est donc l'émetteur principal, et Realty a le droit de les racheter. Et donc, Realty se propose de racheter vos tokens si vous désirez les revendre. Voilà. Ok. Donc, c'est les deux sources de liquidité principales, on va dire. Il y en a d'autres, mais ça devient très finance décentralisée. Ok, voilà, bah c'est super clair, merci, parce que c'est vrai que ce marché secondaire est difficilement appréhendable, tu sais pas trop, tu vois, c'est quand même délicat, mais t'as vachement simplifié la problématique, donc effectivement, une fois par an, réévaluation, et puis ton token bouge une fois par an. Je pense que là, t'as un peu tous tes clients investisseurs qui attendent le jour J pour savoir s'ils ont effectivement gagné ou un peu perdu. Oui, je pense que le but, c'est quand même la rentabilité. C'est Bien ce sûr. sur quoi c'est comme ça que nous, on présente le token, c'est la rentabilité qu'on en reçoit. Après, oui, le jour J est important. Si jamais on voit qu'il y a des mouvements importants dans l'année, on fera une réévaluation plus rapide. On n'attendra pas l'année. Si jamais si jamais on voit que d'un coup, il y a une bombe atomique qui est tombée pas loin de l'état où on est, on va faire une réévaluation immédiate. On va pas attendre. Mais bon, je crois que le but, c'est quand même la rentabilité et la réévaluation régulière. Ceci étant, j'ai simplifié au maximum, c'est vrai, Realty a réussi. Il y a aujourd'hui, depuis un an et demi, depuis que Uniswap est apparu en ligne et est fonctionnel, il y a eu toute cette enflammée de ce qu'on appelle la finance décentralisée, un mot que j'ai utilisé plusieurs fois depuis le début de notre conversation, et qui, à mon avis, comme je disais au début, quand on a créé la première ambassade Bitcoin du monde au Canada, on disait à tout le monde, apprenez la blockchain, apprenez Bitcoin, c'est le futur, vous verrez, c'est génial, etc. Je dis avec la même ferveur aujourd'hui, regardez ce qu'est la finance décentralisée, apprenez, c'est le Wild West aujourd'hui pour l'instant, c'est vrai, c'est le début, c'est vrai, et c'est aussi ça qui sera là une norme d'ici 5 à 10 ans. C'est absolument phénoménal ce qui se fait. Et autant j'ai simplifié l'aspect de liquidité, autant aujourd'hui, avec ce qui se fait en défi, on peut la réinventer et la complexifier pour ceux qui sont plus traditionnels dans leur façon d'opérer. La finance décentralisée n'a pas beaucoup de choses intuitives pour les plus âgés d'entre nous. Ouais, complètement. Voilà, qui ont plus l'habitude c'est vraiment contre-intuitif. Moi, pourtant, j'ai mordu dans la blockchain très facilement. Vraiment, tout de suite, j'ai compris, j'ai adoré ça, je suis geek de nature, donc j'ai adoré ça. En finance décentralisée, avec l'âge peut-être, mon cerveau est moins élastique, il y a des concepts qui sont, oh là là, mais c'est vrai, c'est possible.
et j'ai eu du mal à les appréhender. Donc, il faut s'y mettre, je pense, parce que ça sera incontournable dans 5 à 10 ans. Incontournable. Ouais, il y a ceux qui vont vivre avec et ceux qui vivront sans. C'est peut-être un problème générationnel, mais certainement aussi d'ouverture d'esprit, quoi. C'est générationnel et d'ouverture d'esprit, les deux. C'est très bien identifié, très bien dit. Je vais le réutiliser, ça. Allez, bah écoute, vas-y, Allez, tu donneras mon je vais nom. le faire mien. Non, Bon, je ouais. vais le faire mien. Je vais dire, voilà. Voilà. Et du coup, donc le D3 qui restera toujours dans ton cœur comme c'est le premier, hein, c'est celui qu'on aime le plus. Oui. Comment tu fais pour scaler et passer de 1 à 10, de 10 à 20, etc., etc. Ouais. Alors là, c'est difficile. Ah ouais, parce que du coup, Ah ouais, c'est difficile. Il y a l'exemple est beaucoup beau. d'investissements. Ouais. L'exemple est beau. Après, quand tu veux grossir là-dedans, tu connais mieux que moi, mais t'as une problématique de trouver les bonnes opportunités d'un côté et une problématique d'investisseur de l'autre. Parce qu'il faut C'est très difficile. voilà, tu vois, il faut les deux, quoi. C'est l'offre et la demande. Voilà. C'est un métier. Bon, mon frère et moi, on a créé plusieurs compagnies dans notre carrière. Je pense que Realty est la plus compliquée. Effectivement, il y a ces trois domaines donc de immobilier, technologie, valeur mobilière, c'est une chose. Et après, même dans l'aspect immobilier, il faut trouver l'immobilier, c'est de plus en plus difficile. Ensuite, il faut pouvoir négocier les acquisitions au début, les termes de l'acquisition aussi, parce qu'on n'est pas sûr que les token holders vont vouloir en acheter. En attendant, le token holder s'attend à avoir un revenu. Tout ça crée des complexités au début qui sont difficiles à surmonter. Et c'est là où être un vieux de la vieille dans l'immobilier, avoir des contacts importants et des gens qui nous font confiance et qui savent que même si on close en 3 mois ou en 6 mois, on va le faire, ben, on fait des accords au début. Aujourd'hui, Realty n'a pas besoin de ce pied à l'étrier pour pouvoir faire des acquisitions. Le revers de la médaille, c'est que les acquisitions, trouver les bonnes opportunités sont de plus en plus difficiles. Surtout qu'aux États-Unis, maintenant, le marché immobilier, avec la crise de la pandémie, quelque part, les gens veulent investir dans l'immobilier, ce qui fait qu'il y a un regain d'intérêt dans l'immobilier, peu importe lequel, même celui du marché de niche que nous avons à Détroit et les maisons ce qu'on appelle S8, les locations en S8, qui est une niche que nous, on connaît bien et qui n'était pas très regardée avant par les gros de l'immobilier. Mais aujourd'hui, eux, ils sont très intéressés par ça aussi. Ce qui fait que obtenir des bons produits devient très difficile. Ça fait partie des défis que nous avons aujourd'hui dans Realty. Ok. Ouais, parce qu'en fait, j'ai effectivement, parce que t'as la difficulté donc déjà à sourcer l'opportunité, donc à trouver le bon produit. Mais après, il y a aussi, tu le sais comme moi, quand tu as un bon produit en face de toi, c'est un produit qui va partir vite. Donc là, il faut être capable de se positionner sur le bien ultra rapidement, donc d'être super réactif. Et effectivement, si tu dis, je dois créer une SAS, donc une société, je dois faire rentrer les investisseurs dedans, ou je dois l'acheter à mon nom et après je dois repasser. Enfin, tu vois, c'est là où le temps joue Et compter. contre toi, ouais, et compter, ouais. Ah oui, ah oui, c'est difficile. Non, non, c'est clair que c'est un problème. Ça a été une problématique, on l'a surmonté et on continue à y faire face tous les jours. Donc là, Mais on y aujourd'hui, arrive. ouais, j'imagine qu'aujourd'hui, quand tu trouves cette bonne opportunité, quand tu fais effectivement tout le travail pour savoir si effectivement ça sera rentable, ça sera périn dans le temps, etc., tu te positionnes toi-même ou à travers une société sur l'opportunité pour au moins la verrouiller, la conserver, quoi. On la verrouille, absolument. On la verrouille juridiquement. On a un temps pour closer qui est de plus en plus court en ce moment. Avant, on arrive à le négocier il y a quelques années au tout début, donc il y a quelques années, en 2019, hein, il n'y a pas longtemps, on arrivait vraiment à négocier la durée de temps entre le début du verrouillage et le moment de l'acte authentique. On arrivait vraiment à négocier ce temps-là. Aujourd'hui, on n'y arrive plus et il réduit même. Et si on n'est pas prêt à faire plus court que ce qui est traditionnel, on perd l'opportunité. Point, on l'a C'est jamais. c'est- c'est combien le temps à peu près? Enfin, j'ai pas d'idée du tout sur. Alors aujourd'hui, il faut pouvoir boucler la boucle en un mois. On a 30 jours. Ok. Ouais, Et donc ça, 30 c'est jours. vraiment aujourd'hui un maximum, hein. Ok. Alors là, je parle pour Détroit. Attention, je parle pour Ok. Détroit. Il y a d'autres marchés où on a plus de temps. D'accord. Donc entre le moment où tu dis ok, je suis ok pour acheter ce bien-là
et le moment où tu es obligé de l'acheter, c'est 30 jours, c'est ça? Oui. Ok. Et si jamais pour X raison, c'est non, parce que t'as pas trouvé les investisseurs, parce que au final ton projet sur papier qui était bien, à force de le faire tourner, t'as bien vu que ça allait pas être si rentable que ça. Si jamais tu dois sortir, est-ce que tu dois payer quelque chose? Alors nous ici ça s'appelle, tu vois, tu règles des frais de notaire, donc c'est ce qu'on appelle le prix du caprice, c'est-à-dire t'as cru que t'allais acheter mais t'as pas acheté, bah tu payes 10% du prix du bien, tu vois. Ouf! Non, non, tu m'as fait peur. Non. Non. Alors on a entre le moment où on fait une promesse d'achat et où on fait l'acte authentique, il y a une durée de temps pendant laquelle on fait notre due diligence. Pendant cette due diligence, notre dépôt qu'on a mis, on peut le récupérer si on n'a pas aimé ou si jamais ce qu'il a prétendu être le cas n'est pas vrai. Ok, Par exemple, il dit maison rénovée, maison ceci, ou à propriétaire en bon état, entièrement loué, et ça s'avère être complètement faux. Dans ce cas-là, la seule dépense qu'on a, ce sont les frais de due diligence, qui sont existants quand même. Et ça, c'est pour Realty. Ça, c'est une perte. C'est-à-dire que la vérification, le temps qu'on met à vérifier les baux, l'état de la structure des fondations, etc., des paiements des loyers vraiment dans le compte en banque, tout ça, ça prend un temps, ça a un coût. C'est le risque de Realty. Maintenant, si d'accord. jamais on se retire, il n'y a pas de 10% ou de frais de caprice ou quoi que ce soit, il n'y a rien de tout ça. Non, non. Là, par Ouais, contre, il n'y bon aurait ça pas de va. business model. Oui, il n'y aurait pas de business model, là, effectivement. Là, par contre, si c'est qu'en France, ça va être compliqué pour grandir en France. Ah, tu peux te débrouiller, hein. Je t'expliquerai, t'as plein de trucs, tu peux te D'accord, débrouiller. Parce que en d'accord. fait, t'as l'offre d'achat, donc c'est le premier. Tu aimais le fait que potentiellement tu pourrais acheter le bien. Donc déjà, entre le moment où tu fais ton offre d'achat et le moment où le propriétaire te répond OK, déjà il se passe un petit moment. T'as le temps de réfléchir, de mûrir ton projet. Une fois que l'offre d'achat qui est entre deux parties, l'acheteur et le vendeur, ça c'est validé. À ce moment-là, tu dois aller voir ton notaire et il se passe 2, 3 semaines, 4 semaines, donc tu as encore le temps de réfléchir. Et une fois que tu passes chez le notaire, tu as 10 jours pour potentiellement te rétracter sans frais. Et ça prend combien de temps tout ça? Ah bah ça prend trop de temps. C'est ça enfin la problématique en France, c'est que aujourd'hui quand tu vois, moi j'ai acheté une maison par exemple, entre le moment où j'ai dit ok je veux l'acheter, le moment où j'ai fait une offre d'achat et le moment où je suis devenu réellement propriétaire de la maison, j'ai visité et j'ai fait une offre d'achat en juin, j'ai signé en décembre. Bon, il y a eu le Covid, mais ça prend longtemps. En général, c'est 4 mois, Waouh. tu vois. Et t'as quand même un peu de temps pour réfléchir au final, parce que dans les premières étapes, l'offre d'achat, le fait que les notaires doivent se contacter, réaliser la promesse de vente et que toi tu la signes, et en plus t'as 10 jours pour réfléchir, au final, t'as le temps de lever. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Je vois très bien. Donc donc c'est ça. Donc ça, c'est normal et c'est bien. Voilà. Mais c'est D'accord. après ces Ça, 10 c'est bien. jours-là, c'est après ces 10 jours-là, là oui, c'est le problème du caprice parce que bah, t'es verrouillé. À part si tu inclus un truc qui s'appelle donc une obtention, enfin t'as une condition suspensive d'obtention de prêt immobilier par exemple. Donc si jamais t'as pas ton crédit, à ce moment-là, tu peux te retirer de la vente presque gratuitement. Mais bon voilà, de plus en plus, vu que le marché est tendu et que ça se vend assez vite, de plus en plus de propriétaires refusent que tu arrives chez le notaire avec une condition suspensive de crédit. Tu dois en faire ton histoire personnelle, ton affaire personnelle. Je comprends très bien. Mais en fait, bon, c'est assez simple. Pour nous, dans ce cas-là, la façon dont on verrait les choses avec lui, c'est qu'on a 10 jours pour faire notre due diligence et dire oui ou non. Parce que Ok, sinon, on peut pas prendre le risque d'avoir le frais du caprice. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la clause suspensive de financement dont tu as parlé. Aux États-Unis, évidemment, quand on a un bien immobilier, surtout avec les taux d'intérêt actuels aux États-Unis, bien ils vont monter, apparemment, ils montent. C'est certain que si jamais on prend un financement externe, la rentabilité cash en cash est bien supérieure à ce qu'on peut avoir si on l'achète complètement. Seulement, si on dit aujourd'hui à un prêteur, à une banque ou à un prêteur immobilier ils vont prêter sur une maison, que cette maison sera tokenisée, ou ils découvrent que cette maison est tokenisée par la suite, on aura zéro financement. Il y a zéro financement. En ce ok, moment, malgré ça, c'est une limite que l'on a aujourd'hui encore. Les banques et les professionnels
les financements professionnels refusent d'entendre tout ce qui est tokenisation, aux États-Unis en tout cas. Ça change lentement. Donc aujourd'hui, aucune maison que l'on a sur Realty ou propriété que l'on a sur Realty a une hypothèque. Ok, Zéro. C'est juste pas possible en ce moment. d'accord. Et du coup, depuis 2019, aujourd'hui, il y a combien de propriétés qui sont sous Realty du coup? Ah bah ça, je peux le dire assez précisément en fait. Ah oui. Oui, oui, au chiffre près. Je pense qu'on en a 86, je pense. Je vais tirer la base de données tout de suite. Mais c'est à peu près, c'est dans ces zones-là, 86, 87. Non, mais c'est quand même vachement beau parce que faut quand on sait le temps passé sur un projet. Alors peut-être que tous les projets ne nécessitaient pas des travaux, peut-être que tous les projets, peut-être t'en avais certains qui étaient vendus loués hein, avec les locataires en place. Tous. Bon, ben voilà, ça simplifie. Enfin bon, soit Voilà. Non, mais tu les as eu directement avec les locataires, ou soit toi tu as travaillé en amont et tu as mis les locataires dedans et tu l'as proposé sur Realty quoi. c'est exactement ça. Alors, il y a eu, pour que ce soit sur Realty, il faut que le bien soit stabilisé. S'il ne l'est pas, s'il y a besoin de travaux ou trucs, on n'a jamais pour l'instant proposé un bien qui n'avait pas de rentabilité ou une rentabilité future. Ça, on ne l'a D'accord. jamais fait. Ceci étant, au début, on trouvait des maisons entièrement stabilisées qui étaient louées, rénovées, etc. On en trouvait. Et on arrivait très facilement à les acheter et les mettre sur Realty, ça allait très vite. Ça nous a permis justement de faire ces transactions. Par la suite, aujourd'hui, avec justement cet intérêt qu'il y a dans notre niche immobilière, c'est très difficile. Ben on en a 93. Voilà, j'ai le chiffre exact. On approche de la centaine. Waouh, Ouais, sympa. bientôt, faudra fêter le centième. Il faudra fêter le centième. Donc, aujourd'hui, de temps en temps, non, de plus en plus souvent, pas tout le temps, mais de plus en plus souvent, on trouve des maisons qui sont en état moyen, qui ont un locataire, mais elles ont besoin de travaux. Alors, dans ce cas-là, on fait une estimation des budgets nécessaires pour les travaux, on publie ce montant et on l'inclut dans le coût d'acquisition et donc dans la valeur du token. Et après, on donne une transparence sur les travaux qui ont été faits et quand. Du moins, ça, c'est ce qu'on espère faire. On doit développer le site web pour ça, pour créer le journal donc de tout ce qui s'est passé sur l'immeuble. Ce qu'on voulait au début, c'était faire une API qui se reliait directement sur le software du gestionnaire de propriété, du syndic, je pense qu'on appelle ça en France. Ouais, c'est J'ai ça. jamais compris pourquoi ça s'appelait un syndic d'ailleurs, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais le problème, c'est que c'était pas réalisable parce que tout le monde utilise des softwares différents et que surtout, chaque propriétaire a sa propre face, chaque gestionnaire a sa propre façon d'entrer les données. Donc en fait, les données qui en ressortent sont absolument, c'est un Elles valent pas charabia. grand-chose. Ok. Mais non, on peut pas le systématiser. Donc nous, on a créé notre propre journal et puis ça va arriver en 2021, donc cette année. Voilà. Donc oui, de plus en plus, il y a des travaux. D'accord. De plus en plus avec des travaux et tu vends indirectement un BP quoi, un business plan avec une base qui est solide plus les travaux à venir. Bon, le seul risque c'est que par exemple l'enveloppe travaux dépasse ce que vous êtes fixé s'il y a mauvaise surprise quoi. Bon, après Tout ça, ça c'est se maîtrise. prévu. Ça arrive. Ça se Ouais, maîtrise. C'est ça, mais ça fait partie. Ce que l'on propose, c'est l'expérience propriétaire quand même. bien sûr. On ne propose pas une rentabilité garantie. Donc, si jamais le locataire paye pas, à la fin du mois, il y a Walou, il y a rien, c'est fini. Ça, c'est clair. Donc, c'est pas garanti, il y a rien de tout ça. Si jamais les travaux sont plus difficiles, ben dans ce cas-là, il y aura ça se prépare, ça se travaille, on le sait, mais ça va affecter la rentabilité. On a eu malheureusement un immeuble qui est passé au feu. Alors, quand même, on n'a pas eu beaucoup de chance parce que j'ai eu 2 feux dans ma carrière, 30 ans d'immobilier. Il a Ouais. fallu que ce soit sur l'une des propriétés de Realty, quand même. Bon, ben ça, c'est catastrophique. Alors oui, il y a les assurances, il y a les trucs, il y a les machins. Mais bon, ça prend Ouais, mais un c'est coup. long. Enfin, c'est long, ça prend un Voilà. coup et puis même après ça peut, enfin, pas décourager les investisseurs, mais après je pense qu'ils comprennent que ça fait partie le feu fait partie de la vie malheureusement. Alors, ce que je disais sur la communication immédiate, nous, le jour où il y a eu le feu, le lendemain, mon frère a pris l'avion pour aller sur Détroit. Il était sur place. On a fait une vidéo de ce qui se passait qu'on a transmis au token holder de la situation pour leur expliquer voici la situation, voici le feu, voici ce qui a été endommagé, voici ce qu'on va devoir faire. On doit déplacer les locataires, on doit déplacer ceci. Bon, on explique. Ça fait partie de l'expérience. Alors, ceux qui veulent une rentabilité fixe,
Ce n'est pas ce qu'on offre. Là, il faut acheter des obligations. C'est un autre business. Oui, c'est une autre expérience, mais bon après voilà, c'est Voilà. du coup les frontières US, j'imagine que tu as envie de les dépasser. C'est Realty, c'est pas un produit des États-Unis, c'est pas un produit américain. L'Europe, c'est bien, non? L'Europe, c'est magnifique. C'est génial. Dans la vie, on fait ce qu'on connaît aussi. Pourquoi est-ce qu'on a proposé des biens américains et on cherche beaucoup au Canada? Parce qu'on le connaît Ouais, bien. Bon, le bien sûr. Canada, c'est des problèmes juridiques et de taxation aussi. Mais on est en train de dépatouiller. En Europe, si on vient en Europe, déjà, si on veut faire de l'immobilier européen ou travailler des marchés en Europe, on va le faire dans la règle de l'art. Il y a une complexité dont on a parlé au début, juridique et de lois qui sont en train de se dessiner, mais qui sont pas au point, et de licences et de ce qu'on veut. Donc, pour l'instant, ce n'est pas dans notre développement immédiat. Ouais, Ça reste très intérêt et on veut le faire, mais on veut le faire correctement. Et ensuite, comme on vient pas de ce marché, hein, il faut dire ce qui est, l'expertise, elle se fait avec l'expérience aussi, pas bien qu'avec la sûr. théorie. On aura besoin d'un associé connu et reconnu et qui connaît bien son domaine pour lancer l'affaire, parce que nous, on saura pas choisir, on saura pas reconnaître tous les pièges d'un immobilier en Espagne, au Portugal, en Belgique ou en France, par exemple. Bien sûr. L'immobilier est un métier très local, hein, très. Ouais, ouais, oui, parce que ça reste quand même, tu vois, on peut se dire ce qu'on veut, on a t'as tokenisé l'investissement locatif, donc c'est beau, mais effectivement, faut se dire qu'à la fin, ou plutôt au début, t'as quand même des humains et tu vois, t'as des propriétaires, des locataires qui, eux, vivent normalement, comme Mais s'ils absolument. ils avaient en face un propriétaire unique, tu vois, enfin, Bah oui. je pense qu'ils sont au courant, mais globalement, qu'ils soient au courant ou qu'ils en savent rien, c'est à peu près la même chose, ça se gère de la même façon. Et puis de toute façon, si jamais tu tokenises une ruine, eh ben, tu auras une ruine en token, c'est tout, point. C'est aussi simple que ça. On va partir de ce moment-là, connaître le métier. Tu m'as parlé de toutes ces niches qui existaient en France, fiscales ou je sais pas quoi. Bon, bah, c'est pas quelque chose que les fondateurs de Realty connaissent. Donc, si jamais on vient dans un pays européen comme la France où on veut proposer des biens européens, il nous faut des acteurs. Une fois que le légal et que le juridique, que les permissions sont obtenues, il faut un acteur Local, professionnel local. C'est nécessaire. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à toutes les mésaventures. bien Et sûr. généralement, on essaie d'éviter d'apprendre les leçons aux frais du token holder. Ce serait une mauvaise pratique. Ouais, bah oui. Enfin, l'idée c'est de l'éviter. Après, bon, il fait partie un peu de l'aventure aussi. Il a les deux aspects. Ça, j'ai bien compris. Et il y a un truc qui doit être un peu magique, c'est justement le token holder. Lui, il a investi sur un projet. J'imagine que c'est assez simple de glisser sur un autre projet, etc. Et au final, de le fidéliser. Alors, c'est ce qu'on aimerait. C'est ce que je pense que ça se fait avec la qualité de notre travail, de notre communication. Je pense que le but, c'est d'essayer, de voir si ça plaît. Le risque, lui-même, il n'est pas très gros puisque Realty propose de racheter le token. Et donc, essayer avec 50 dollars une première fois, c'est à peu près le prix d'un token, c'est 50 dollars. Essayer et d'en faire le test. Le risque, il est quand même assez modéré, Bien relatif et sûr. même, je dirais, très faible. Si jamais la formule plaît et séduit, évidemment qu'on aimerait qu'ils grandissent et qu'ils achètent un autre token. Et puis, à la base de Realty, nous, on vient de l'immobilier, comme on l'a dit, et l'immobilier nous a vraiment porté à travers les moments difficiles de la vie, à Rémi et à moi. On est très reconnaissant de ce qu'on a pu, de notre immobilier. On est très reconnaissant de notre immobilier. On s'est occupé de notre immobilier, mais en échange, notre immobilier s'est occupé de nous aussi. Et ça, il faut le reconnaître. On investit dedans, mais après, il est là. Il est là. Et ce qu'on voulait démontrer, surtout aux jeunes, et malheureusement, c'est pas les jeunes qui sont le plus friands de Realty, alors qu'au début, c'était vraiment ça notre optique. Ouais, c'est de On voulait démontrer démocratiser et rajeunir l'investissement locatif, quoi. non, mais le pouvoir du revenu passif, le pouvoir, la puissance que c'est que d'avoir un revenu passif et d'investir dedans à un jeune âge. Parce qu'au bout de 10 ans, ce revenu passif, si on investit régulièrement dedans des petites sommes, eh bien, c'est plus du tout des petites sommes. C'est surprenant. Et malheureusement, les jeunes,
Moi, j'ai été à mon université aux États-Unis pour proposer Realty, pour leur démontrer, pour expliquer. Donc, c'est l'université d'où je viens. Donc, j'y vais toutes les années. Bon, on reste attaché dans le réseau des anciens, etc. Et je parlais aux jeunes étudiants, je leur disais, mais attendez, avec $50, à la place d'aller à une fête et de boire de la bière, etc., achetez un token et voyez ce qui se passe. C'est une fête que vous faites. Eh ben, beaucoup d'entre eux m'ont dit, ah ben, nous, on préfère faire la fête avec ces $50, on verra plus tard. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Et c'est dommage. Donc, ça n'a pas été, eux, notre première clientèle, alors qu'au début, on pensait que ça le serait. Mais le revenu passif, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir tester et goûter et être patient avec. Et je pense que Realty voulait proposer, démontrer cela et faire cette proposition accessible à tous. Donc, et moi, écoute, je suis un petit Français, un petit Frenchie. Je veux investir chez Realty mes 50 premiers dollars dans l'IMO sur les États-Unis ou le Canada. Est-ce que j'ai des restrictions particulières? Est-ce que ou peut-être fiscalement, c'est assez. Alors, la C'est fiscalité, je peut-être. m'en occupe pas. Ça, je ne sais pas faire. Ok, La bon, fiscalité, déjà, je le dis tout de suite. La fiscalité est locale. D'abord, en tant que compagnie américaine, on n'a pas le droit réellement, hein, c'est puni. On n'a pas le droit de donner des conseils fiscaux. Ensuite, on n'est vraiment pas expert dans la fiscalité de tous les pays de nos token holders. Ça, c'est à voir ok, personnellement. Nous, on donne des informations nécessaires au token holder pour qu'il remplisse sa feuille d'impôt. Point. ok. Ça, c'est la Bon, mais première c'est la même chose. chose. Ok, d'accord. Bon, il y a une case. En fait, nous on a les revenus. Ça, c'est une case qui s'appelle autres revenus. J'ai plus le nom en tête, mais en gros, c'est une flat tax à 30% sur ce type de revenus, que ça soit pas dans la crypto, puisque chez nous ça existe pas trop, mais on a un modèle à peu près équivalent où effectivement on a morcelé d'immobilier et si tu veux, donc les revenus générés par cet immobilier-là sont imposés à 30%. Bah, on a un token holder qui est français, qui est avocat, Monsieur Maître Coste, qui a publié il a fait une étude sur comment faire la fiscalisation, comment il pense faire la fiscalisation du token en France. On a publié son étude. Je prétends pas avoir compris les tenants et aboutissants, mais c'est dans le wiki, c'est là. Je sais pas si, et je donne aucune garantie sur la justesse des propos, mais c'est là. En tout cas, Ok, il a pris la peine de le faire. Il a pris la peine de faire l'étude. Voilà, maintenant, à tout à chacun de faire ses propres recherches et ses propres devoirs. Ensuite, pour le Français qui veut investir dans Realty, s'il est intéressé par lui-même, ben, qu'il peut aller sur notre site. Après, au moment de l'achat, il y a des restrictions qui se passent et qui sont en cours, qui pour l'instant restent une main invisible, c'est-à-dire le nombre par série de token holders français qui peuvent exister. Ça, c'est une limite juridique qu'il y a. d'accord. Donc, on est très dilué dans le monde et que les propriétés sont des petites propriétés. On ne parle pas de propriétés à $1 million. Si quelques-unes valent 800 000 ou $1 million, il y en a très peu. Sinon, c'est des propriétés à 60 000, 70 000, des single family residents, des SFR, des petites maisonnettes, quoi. Donc, celle-là va être 70 000, tout frais inclus, 75 000, ça dépend. Même il y en a qui valent moins dans les 60 000 dollars, tout frais inclus. Donc, c'est limité. Il y a un nombre de personnes, de token holders limité, 300, 400. Donc, le nombre maximal de Français qui peut participer n'est pas un problème aujourd'hui. Ça reste une main invisible. Mais, ça reste un mur invisible. Mais, on s'en approche. Et, une fois atteint, cette limite est écrite dans le béton. Donc, sans avoir plus de développement et de présence officielle dans le pays où on voudra grandir, que ce soit la France ou un autre, donc on utilise toutes les exemptions qui existent, eh ben cette limite sera là et ce sera un mur qu'on ne pourra pas franchir. Sauf si on décide de grandir en France et dans ce cas-là, bon, ben, il y aura tous les travaux d'application et juridiques qui se feront. Ok, bon courage avec l'AMF. Écoutez, C'est pas facile. c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le regarde avec beaucoup d'intérêt, on travaille doucement, mais pour une start-up, c'est pas le marché le plus facile. On préfère Bien respecter sûr, cette limite. Point. bien sûr. Il y a d'autres pays qui permettraient assez facilement de dupliquer ce modèle. Il y a des pays où tant que c'est un investissement en token cryptologique, il n'y a pas de régulation
de valeurs mobilières. Le Brésil est un exemple. Ouais. Après, peut-être le marché immobilier brésilien, bon, je le connais pas du tout, donc je saurais pas te dire si c'est quelque chose Je le mentionne de parce qu'il y a stable. je le mentionne Ouais. parce qu'il y a des Brésiliens qui nous ont appelés justement en disant, dans notre pays, donc moi je suis pas expert au Brésil hein, non plus, mais ils nous ont approché pour dire dans notre pays, ce n'est pas considéré comme des valeurs mobilières, donc est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc je le mentionne aujourd'hui, mais ça c'est tout récent. Donc Ouais, voilà. ouais. Mais oui, donc D'accord. Donc, ouais. il y en a. Moi, Donc dans ce cas-là, potentiellement le Brésil. potentiellement le Brésil, si jamais je trouve un partenariat avec des professionnels locaux. Oui, encore une fois, il faut que ce soit des gens sérieux, reconnus, parce que c'est pas moi qui connais le marché brésilien non plus. Moi, j'ai fait ce que j'ai connu et ce que je connais. Je connais le Canada. Il n'y a pas de produit canadien aujourd'hui parce que j'ai pas encore trouvé la martingale justement d'un point de vue fiscal. Je connais très bien les États-Unis. Donc, on a fait les États-Unis et on continuera à faire plusieurs États. Chaque État est différent. Chaque État a ses avantages et chaque ville dans les États a ses avantages. Il y a beaucoup de diversité aux États-Unis que l'on pourra proposer à nos token holders. Après, pouvoir faire une tokenisation de biens dans chaque pays du monde, ça reste un but, ça reste un objectif. On n'y est pas aujourd'hui. Ouais, complètement. Bon, ben, ça viendra. En tout cas, vous êtes 13 ou 14 aujourd'hui, ce que tu m'as dit. Oui, Vous avez fait une première levée de fonds ou non, non, volontaire? non, volontaire parce que on voulait, la compagnie héritier est entièrement financée par Rémi et moi. Et continue à l'être aujourd'hui. On est encore une start-up, hein, il n'y a pas de secret, on le dit, on le répète. On a été approché par des financiers, par des VCs, etc. Pour l'instant, on n'a pas fait d'ICO, on n'a pas pris d'argent de VCs. Ça a été volontaire pour pouvoir justement continuer à s'adapter rapidement à tout ce qui est finance décentralisée. En ce moment, il y a quand même une séparation entre la volonté de certains gens de certaines personnes ou institutions qui ont investi dans votre compagnie et de faire tout open source et tout communautaire. Pourtant, c'est ce que Realty veut. On essaye de grandir de plus en plus dans la finance décentralisée. Les projets qui sont financés ont tendance à devoir s'en éloigner. Donc, quand le moment viendra où si jamais on acceptera le financement de VC, de venture capitaliste ou de capital risque, je pense que ça s'appelle en France, ce sera avec Ouais, des Capitalist. partenaires qui accepteront que l'on continue à développer ça, qui comprendront l'importance que ça aura dans 5 ans. Quand on a démarré en 2011 Bitcoin, trouver quelqu'un qui acceptait d'investir avec vous dans Bitcoin, il y en avait pas. Point, c'est tout, Oui, il n'y en n'avez avait pas, pas. ouais. Aujourd'hui, c'est un peu pareil dans la finance. C'est pas pareil dans la finance décentralisée, mais disons que c'est un peu le même thème. C'est-à-dire qu'ils acceptent de vous mettre le pied à l'étrier, mais après, il y a des conditions et il faudra modifier la donne rapidement pour justifier justement leur investissement. Donc non, on n'a pas eu de financement externe. Ceci dit, ça peut changer si on trouve les bons partenaires. Ok, top. J'ai l'impression qu'on pourrait parler de ça pendant 10 heures d'affilée. Moi, je peux en En- parler toute une vie. C'est ce que je fais. Donc voilà, c'est à toi de m'arrêter, hein, Loïc. T'es passé sur Club Deal. Alors, on fait un petit coucou à Mathieu Stéphanie, un ami commun, parce on a eu un épisode croisé sur la martingale. Et maintenant que tu t'es passé sur Club Deal, est-ce que à ton tour tu aimerais entendre quelqu'un sur ce podcast que tu connais pour nous parler d'immobilier et puis même maintenant de Bitcoin, pourquoi pas, de crypto ou autre? Est-ce que tu as quelqu'un en tête? Eh bien, moi, j'aimerais entendre plusieurs représentants de la finance décentralisée, en commençant par des compagnies qui œuvrent dans la blockchain et la finance décentralisée, qui peut avoir un attrait particulier à l'immobilier. Je pense à AAV, la compagnie AAV. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, sinon il faut le faire. Parce Ah, il faut que j'en qu'aujourd'hui, entende parler. ah oui, parce qu'aujourd'hui, AAV, c'est une compagnie qui propose des flash loans, donc des prêts rapides, des prêts clairs, basés exclusivement sur tout ce qui est crypto, donc du digital. Il y en a d'autres qui le font. Nous, on est en train de travailler avec AV, c'est un peu compliqué parce qu'on sera la première compagnie qui sera pas entièrement crypto, puisqu'on a une base immobilière, mais il Bien faut sûr. apprécier la puissance que ça aurait. D'un coup, on peut avoir un prêt basé sur son token. Donc, quand je t'ai dit qu'il n'y a pas de financement possible aujourd'hui
au moment de l'achat de l'immobilier, d'un coup, il y aura peut-être un financement ultérieur basé sur la valeur de son token. Je Ok, sais pas si tu j'ai bien compris. réalises ce que ça veut dire, mais Si, c'est une ça change révolution. beaucoup de choses. Non, mais ça change Ouais, tout, c'est une complètement. Ouais. révolution. C'est une révolution. D'un coup, on peut avoir un token qu'on va mentir à un certain pourcentage pour pouvoir en racheter d'autres ou racheter autre chose si on veut. Moi, mon but, c'est qu'ils rachètent plus de Realty, mais donc qu'ils Bien sûr. augmentent leur rentabilité. Enfin, ça devient une proposition assez intéressante et assez incroyable dans le domaine de la finance décentralisée, justement, dans lequel AAV œuvre. Il y a aussi une compagnie suisse, Mon Pèlerin, qui fait des wallets et qui fait beaucoup de choses qui méritent d'être regardées. Arnaud Salomon est quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est brillant et avec qui on a fait notre wallet. Il y a les gens Ok. enfin il y en a beaucoup, mais tellement. Il y a des gens de Monolith que qu'on aime beaucoup aussi. Il y a tous les des liquidity pools et des DEX comme LevinSwap, Uniswap qu'il faudrait regarder. Tout ça, tout cet univers de la finance décentralisée va être pertinente sur les tokens immobiliers. Ça va arriver. Et nous, en tout cas, à Realty, on fait en sorte que ça arrive. Et on est, je pense, les premiers à le faire. Bah Jean-Marc, parfait. En tout cas, j'attends des noms hein, avec grand plaisir pour. D'accord. Si tu as des D'accord, très adresses bien. mail, des téléphones, tout ça, avec grand plaisir. C'est un sujet qui me passionne aussi. Eh ben, je le ferai avec plaisir. Merci beaucoup Jean-Marc pour ce moment. Puis je suis sûr qu'on va se dire à très vite. Pour tous les auditeurs, je les remercie pour leur fidélité. Puis s'ils ont aimé cet épisode, bah, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Realty. Donc c'est realty.co, Oui, .co, hein, c'est ça. oui. Realty.co, regardez ce qui s'est vendu et les opportunités qui sont disponibles. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à commenter cet épisode et parler de Club Deal autour de vous. Vous savez, ça m'aide beaucoup pour continuer et vous proposer toujours des invités de qualité comme Jean-Marc. Merci. Voilà, bah écoutez, merci à tous et puis à jeudi sur un tout nouvel épisode de Club Deal. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Bravo, vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Si son contenu vous a plu, n'hésitez pas à noter, commenter et partager le podcast Club Deal à au moins 3 de vos connaissances. C'est grâce à votre soutien, à votre fidélité, bref, grâce à vous, que Club Deal prend autant d'ampleur et pour cela, je tenais à vous remercier du fond du cœur. Si l'idée d'investir dans l'immobilier vous plaît, mais que vous n'avez pas le temps ou tout simplement si vous avez peur de vous lancer, n'hésitez pas à sauter le pas et contacter ImmoCities. ImmoCities, c'est la solution d'investissement locatif clé en main qui vous permettra de dormir sur vos 2 oreilles. Recherche de biens rentables, conception, travaux, mise en location, toute la team ImmoCities saura vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet et ce, dans les plus grandes villes de France. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine pleine d'opportunités rentables et à très bientôt sur Club Deal.